Cette vidéo va permettre de faire des simulations en CAO avec le logiciel Creo. C'est une des étapes importantes du développement de produits. On abordera les différents points qui doivent apparaître dans la rédaction d'un compte-rendu, les relations et les résultats des calculs théoriques, dans le cas de sollicitation de traction-compression, seront comparés par rapport aux résultats de simulation. Les objectifs sont multiples. On souhaite un nombre de prototypes le plus petit possible. Ainsi, on réduira la quantité de matière utilisée, l'énergie consommée et on diminuera le temps de travail. On pourra ainsi vérifier si c'est suffisamment résistant, si les déformations sont toujours acceptables et si la conception peut être encore optimisée. Ainsi, avec cette vidéo, dans le cas de sollicitation de traction-compression, on sera capable de calculer l'allongement d'une pièce, la contrainte dans la pièce et de vérifier sa résistance. En résistance des matériaux, le choix du matériau est très important. On peut soit créer un nouveau matériau en donnant les valeurs numériques au moins de la densité du module de Young et du coefficient de Poisson pour que l'étude de résistance des matériaux fonctionne, soit choisir un matériau à partir de la bibliothèque de Creo, ou soit, à partir d'une étude avec le logiciel CES et du PAC, l'exporter dans Creo. Lors de cette opération d'exportation, il peut être intéressant de choisir un critère de résistance pour que Creo donne le coefficient de sécurité. Lancez Creo paramétrique et avec le bouton Nouveau, créer une pièce avec un nom barre par exemple. Je fais OK. Je choisis le gabarit aluminium rectangulaire, je fais OK et je choisis une section de 25 par 10. Je fais ouvrir, ma pièce est dessinée à l'écran. Je vais changer la longueur de la pièce, donc un clic gauche sur la surface de la pièce, puis le bouton modifier des cotes. Je double-clique sur la valeur 200, je mets 200, je fais entrer au clavier, je régénère et je peux voir, si je développe les colonnes à gauche, que ma désignation a été complétée, que j'ai un alliage d'aluminium et que la masse a été calculée. Si l'on veut changer de matériau, on va sous Fichier, Préparer, Propriétés du modèle et sélectionner Changer. Auquel cas on peut soit choisir un autre matériau de la bibliothèque ou en créer un nouveau. On voit ici les propriétés à droite de l'alliage d'aluminium. Donc on est à 71 228,5 mégapascal pour le module Young par exemple. Et je referme toutes les fenêtres. Appliquer une charge sur une pièce revient à appliquer une pression sur une surface de la pièce. Donc pour une force constante, plus la surface va diminuer, plus la valeur de la pression va être importante. Pour éviter le phénomène de concentration de contraintes localisée et d'avoir des valeurs importantes de pression ou de contrainte en un point ou une arête de la pièce, et d'avoir des résultats inexploitables proches de cet endroit, je vous conseille d'appliquer un effort sur une surface de la pièce ou une partie de cette surface avec une région de surface. Une région de surface est une esquisse 2D qui sera collée sur la surface de la pièce. On va basculer maintenant dans le module de résistance des matériaux. Donc tout en haut de l'écran, sous l'onglet Applications, je choisis Simulate et ensuite je vais définir une force avec ce bouton. Et dans cette fenêtre, on voit qu'une force peut être définie en un point, sur une arête ou sur une courbe ou sur une surface. Donc je vous conseille d'une manière générale d'appliquer des efforts sur des surfaces. Je sélectionne avec un clic gauche la surface de la pièce comme ceci et je vais mettre une valeur de 8000 newtons et je fais aperçu pour vérifier le sens de l'effort et je fais OK. On va définir maintenant les liaisons avec la pièce. En réalité, elle sera serrée dans un étau sur deux surfaces opposées. Donc la modélisation sera de définir deux surfaces rectangulaires
de 10 mm par 30 mm sur lesquels on va bloquer les translations. Le choix de la modélisation est quelque chose de très important. En effet, si on avait choisi 4 points de blocage à l'extrémité de la pièce, on aurait eu par exemple une contrainte importante de 3661 mégapascales. Et si on avait bloqué l'extrémité de la pièce sur toute la surface, on aurait eu une contrainte de 40,7 mégapascales. Donc on voit ici la différence des résultats en fonction de la modélisation que l'on choisit. On va créer dans un premier temps une région de surface, donc avec l'onglet Affiner le modèle, je choisis le bouton Région de surface et sous Référence, je vais dans un premier temps faire le dessin et ensuite l'appliquer sur la surface de la pièce. Donc je fais Définir, un clic gauche sur la surface de la pièce, je fais Esquisse, je peux me mettre à plat et je vais, avec le bouton Rectangle, dessiner un rectangle. Voilà, on voit ici qu'il a trouvé automatiquement les bords et je vais mettre une valeur de 30 mm. Donc je valide au clavier 30 et je fais OK. On voit ici que l'onglet référence est toujours rouge. Donc il me demande ici de sélectionner la surface de la pièce. Donc j'ai fait un clic gauche sur la surface de la pièce. Je vois apparaître ma région de surface et je peux valider. Et je procède de la même manière de l'autre côté de la pièce. Avec le bouton Région de surface, je développe ici l'onglet Référence. Je fais Définir pour l'esquisse. Un clic gauche sur cette surface. Je sélectionne Esquisse. Je peux me mettre à plat. Avec Rectangle, je dessine de la même manière un rectangle. Je valide avec la molette ou en cliquant sur la flèche. Je double-clique sur la valeur numérique et je valide Entrée au clavier. Je valide l'esquisse. Et sous référence, je vais faire un clic gauche dans cette fenêtre-là, un clic gauche sur ma surface de la pièce. Je vois ma région de surface qui apparaît bien sur la pièce et je valide. Je vais maintenant définir les mobilités sur ces surfaces. Donc sous Accueil, je choisis Déplacement. Je sélectionne cette surface ici et je vérifie que les translations sont bien bloquées et je fais OK. De la même manière, je tourne ma pièce, je sélectionne le bouton Déplacement, un clic gauche sur ma région de surface, je vérifie que mes translations sont bien bloquées et je fais OK. Je vais définir une analyse d'étude, donc sous Fichier, Analyse statique, je choisis une analyse de type monopasse, je fais OK et je clique sur le drapeau vert pour lancer l'exécution, je fais oui et c'est déjà terminé. Avec le bouton Examiner les résultats, je vais demander à voir les déplacements et je fais Valider afficher. Et je peux lire en haut à droite, le maximum est à 0,079 mm ou 79 microns comme déplacement. J'ai l'unité en haut à gauche en millimètres. Je peux aussi visualiser les valeurs selon l'axe des Z qui correspond à la même valeur numérique, donc à 7,9 10-2 mm. L'allongement d'une pièce est égal à la longueur finale de la pièce moins la longueur initiale de la pièce. Mais on peut aussi retrouver cet allongement de la pièce dans la relation dessous. Donc l'effort de traction divisé par la section de la pièce est égal au module Young multiplié par l'allongement de la pièce divisé par la longueur initiale de la pièce. On peut ainsi calculer tel l'allongement de la pièce, donc avec 8000 qui correspond à l'effort de part et d'autre, une longueur L0 qui correspond à la longueur en dehors de la surface de serrage, donc 170 mm, une section de 25 par 10 et la valeur E qui correspond au module Young qui a été trouvé dans la fiche matériaux de l'alliage d'aluminium. Donc on voit que les deux valeurs sont très proches entre le calcul à la main et le résultat de la simulation avec Creo.
Donc par la suite, on va rajouter un perçage qui augmentera forcément un petit peu l'allongement de la pièce. Attention au terme déformation dans le logiciel. Par définition, la déformation est le rapport de l'allongement sur la longueur initiale. Donc il ne faudrait pas lire cette valeur et penser que cela correspond à la variation de longueur de la pièce. Donc privilégiez la mesure de type déplacement en millimètres. Et pour bien visualiser le comportement de votre modèle 3D, que ce soit pour une pièce ou un assemblage, je vous invite à cocher les cases ton continu et surtout ces cases ici pour superposer avec un état non déformé. On peut calculer la contrainte normale en mégapascal dans la pièce par le rapport entre l'effort de traction dans l'axe de la pièce en newton divisé par la section de la pièce en millimètres carrés, sachant que l'effort de traction, on l'a bien évidemment à gauche et à droite de la pièce, donc de part et d'autre. On peut calculer la contrainte normale par le rapport N sur S, donc 8000 divisé par 25 fois 10, ce qui fait 32 mégapascales. Cette valeur est valable dans la pièce, mais pas dans une zone proche de la charge ou d'un chargement, ou de restriction de mobilité, ou encore là où il y a une variation de forme, comme un perçage par exemple. Pour visualiser les contraintes dans la pièce, avec le bouton Analyse et Études, je sélectionne le bouton Examiner les résultats. Je vois ici que je peux visualiser les contraintes donc de von Mises. Je fais Valider et Afficher. Et je peux même rajouter avec le bouton Modifier sous Option d'affichage. Je peux cocher les charges et les restrictions, même ton continu, et déformer, pourquoi pas. Je fais Valider Afficher. Et avec Requête dynamique, je vois que dans toute la pièce, ici, dans la zone verte, j'ai bien 32 à peu près. Et dès que je me rapproche de la zone de serrage, j'ai beaucoup plus. Pour bien comprendre le phénomène de concentration de contraintes, je vais ajouter un perçage à cette pièce. Donc je ferme cette fenêtre. Je ferme celle-ci aussi. Je ferme le module. Donc je suis en mode standard. Et avec le bouton trou, je sélectionne la surface du dessus. Donc un clic gauche dessus. La touche contrôle enfoncée, je sélectionne avec un clic gauche l'axe Y, l'axe vertical. Et je mets ici un diamètre de 12. Donc à travers tout. Et je valide. Je retourne dans le module de résistance des matériaux et je vais relancer l'analyse de résistance, donc avec le drapeau vert. C'est déjà terminé. Et avec le bouton visualiser les résultats, je vais voir maintenant les contraintes apparaître. Donc je vois ici que il y a des valeurs importantes au niveau du perçage. Sur des études plus sophistiquées, on peut demander au logiciel de montrer où est la valeur maximale sur le modèle. Donc on lit ici 1,2 10 puissance 2 mégapascal pour la contrainte de von Mises, donc qui se situe sur la surface intérieure du perçage. Sous l'onglet Affichage, on peut sélectionner ton continu pour faire un petit peu plus joli et sélectionner Nouvelle et ensuite par exemple prendre XZ pour faire un plan de coupe horizontal. Donc je fais Appliquer et si je sélectionne Dynamique, avec le clic gauche enfoncé, je peux déplacer à la fois dans une pièce ou dans un assemblage ce plan de coupe et visualiser l'endroit le plus critique pour mon étude de résistance des matériaux. Donc en validant avec la molette de la souris, on retourne dans cette fenêtre là, on peut faire OK ou supprimer pour revenir au 3D. Pour réaliser une simulation en résistance des matériaux sur des pièces volumiques, le logiciel va créer un maillage 3D et remplir la pièce d'éléments volumiques, comme ici, de 44 tétraèdes, et ces éléments sont constitués d'arêtes et à leurs extrémités de nœuds. Bien que le maillage soit en 3 dimensions, on va ici sur cette diapositive représenter en 2D
le principe d'un maillage de départ, donc constitué d'arêtes et de nœuds à chaque extrémité. Donc plus le maillage sera fin, plus les résultats seront précis. Le maillage en H dans une pièce sera plus fin. En effet, on augmentera le nombre d'éléments, mais cela aura pour conséquence d'augmenter la taille des fichiers des résultats et du temps de calcul. Le maillage en P dans une pièce consiste à garder le même maillage utilisé, mais à rajouter des nœuds sur les arêtes. On aura des fichiers de calcul moins volumineux, une précision des déplacements de chaque élément qui sera meilleure, et une convergence plus rapide des résultats en temps. Ce maillage de type P est utilisé par Creo. P correspond au degré du polynôme pour chaque arête des éléments du maillage. Creo trouve automatiquement le degré P suffisant dans une analyse monopasse. Pas besoin d'être un spécialiste du maillage avec Creo pour avoir déjà des résultats fiables. Si l'on veut encore davantage de précision avec une analyse multipasse, on peut choisir un pourcentage de convergence et le P degré. En effet, il augmente le P degré jusqu'à ce que la différence de résultat soit inférieure au pourcentage donné. Sur cette courbe, on a en abscisse le P degré et en ordonnée, on a la contrainte de von Mises. Donc, si par exemple la différence entre 136,6 et 133,6 est inférieure à 5% de convergence, Creo s'arrête de calculer et donne le résultat. Cette diapositive résume les différences qu'il y a entre une analyse monopasse et multipasse. Pour une analyse monopasse, les résultats sont rapides. On a un pourcentage de convergence de 10% maxi et cette analyse est à déconseiller si on a défini des contacts entre des pièces dans un assemblage. Il faut alors passer sur une analyse multipasse. Avec une analyse multipasse, on va pouvoir régler la précision des résultats avec le pourcentage de convergence en contrainte. Mais les temps de calcul seront plus importants par rapport à une analyse monopasse. Pour notre étude, on a trouvé environ 121 mégapascales avec une analyse monopasse et 137 mégapascales avec une analyse multipasse. Avec cette diapositive, on trouve une valeur assez proche de 135 mégapascales, sachant que les calculs ont été faits avec une valeur assez approximative de 2,2 pour le coefficient de concentration de contrainte. Je ferme maintenant cette fenêtre-là, je n'enregistre pas, et je voudrais montrer maintenant la précision du calcul. Donc c'est en sélectionnant le bouton Afficher le statut d'avancement de l'étude par rapport à l'analyse monopasse qui a été faite avant, et en remontant dans le texte, on voit ici une erreur de 1,27 10 puissance 1 mégapascal, donc 12,7 mégapascal d'erreur sur la contrainte, soit une convergence de 9,6%. Donc pour améliorer cela, on va maintenant définir une analyse multipasse. Sous fichier Créer une analyse statique, je sélectionne multipasse, je vais mettre une 5% de convergence et je vais lui permettre d'augmenter le degré du polynôme, donc le P degré, et je fais OK. Je clique sur le petit drapeau vert pour lancer l'exécution et je fais oui. Donc ça met un tout petit peu plus de temps, c'est terminé. Et dans la fenêtre statut d'avancement, on voit normalement maintenant une erreur plus que de 6,1 mégapascal avec 4,3% de convergence. De même, on peut visualiser les résultats en contrainte et voir que ça a augmenté un tout petit peu plus au niveau du bord du perçage. Donc on est à 136, à peu près 137 mégapascal.
On peut visualiser la répartition des contraintes dans une pièce ou dans plusieurs pièces d'un assemblage. On pourra ainsi visualiser là où les zones où il n'y a pas beaucoup de contraintes présentes et ainsi réduire la quantité de matière utilisée. Pour faire apparaître le champ des contraintes, je sélectionne l'analyse précédente, je sélectionne examiner les résultats, puis ensuite je choisis vecteur et je vais faire apparaître les contraintes principales dans cette pièce. Donc je choisis valider et afficher. Et j'ai la répartition des pressions dans la pièce ou des contraintes maximales dans la pièce avec une représentation avec des vecteurs. On va vérifier maintenant la résistance de la pièce. On a un matériau en alliage d'aluminium qui a un pourcentage d'allongement supérieur à 5%, donc c'est un matériau ductile. On va utiliser la condition de résistance qui dit que la contrainte maximale dans la pièce doit être inférieure ou égale à la résistance élastique du matériau divisé par le coefficient de sécurité. On avait trouvé précédemment 135 mégapascales pour la contrainte maximale proche du perçage. 162 provient de la fiche caractéristique du matériau. On obtient un coefficient de sécurité de 1,2. Pour obtenir la valeur du coefficient de sécurité par simulation en CAO, je sélectionne le bouton Analyse et études et je vais lire le jeu de résultats de l'analyse la plus précise qui a été faite précédemment. Donc en sélectionnant le bouton Examiner les résultats, je choisis Indice de défaillance, je fais Valider et afficher et je peux demander au logiciel de situer à l'écran où est la valeur maximale sur le modèle. Donc proche du perçage, j'ai 0,84 comme valeur. Par définition, le coefficient de sécurité est égal à 1 sur l'indice de défaillance. Donc en faisant 1 divisé par 0,84, cela fait 1,19. J'ai une valeur proche du calcul fait à la main. Pour un matériau fragile, dont le pourcentage d'allongement est inférieur à 5%, la résistance à la compression est en général plus grande par rapport à la résistance en traction. En simulation, on vérifiera que la contrainte principale maximale est inférieure à la contrainte admissible du matériau en compression. Comme les résultats d'une étude de résistance des matériaux dépendent des hypothèses et de la précision des résultats des calculs, il est impératif de détailler les différents points ci-dessous dans un compte-rendu. Dans un premier temps, on définira le ou les objectifs de l'étude, comme par exemple vérifier la tenue de la pièce en résistance et en déformation. On définira la modélisation, donc on donnera les limites de l'étude. Est-ce qu'il s'agit de l'étude d'une pièce ou d'un assemblage de pièces ou d'un sous-assemblage particulier? Dans quel cas d'étude est fait la simulation? Est-ce que c'est dans une configuration en position basse, haute, verrouillée, non verrouillée? On précisera bien les matériaux choisis avec éventuellement leurs caractéristiques comme par exemple le pourcentage d'allongement. On précisera aussi comment est tenue la pièce ou les pièces en fonction des tailles des surfaces des contacts, des mobilités supprimées et bien sûr des charges appliquées sur la ou les pièces en détaillant les composantes dans un repère donné. Indiquez le type d'analyse que vous avez exécuté. Est-ce qu'il s'agit d'une analyse statique monopasse ou autre? Pour les résultats, donnez des images et entourez les zones dans le modèle 3D où sont lues les valeurs numériques avec leurs unités. Donc pour les déplacements, les contraintes, coefficient de sécurité, P degrés, champ des contraintes, on peut donner aussi les précisions des calculs, indiquer si le maillage a été fait automatiquement ou si vous avez donné une valeur maxi à certains éléments dans des régions de volume. Et enfin conclure en donnant un bilan avec des propositions d'optimisation.